Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur cette vidéo. Donc ceci est la version audio-vidéo d'un article que j'avais publié initialement sur mon blog, donc sherindiary.wordpress.com. Et cet article s'intitule Difficultés de communication entre autistes et neurotypiques. Donc je l'avais publié initialement et ensuite hier, conformément à mes habitudes, j'ai mis le lien de l'article sur WhatsApp, sur Instagram ainsi que sur Facebook. Ce qui s'est passé, c'est qu'au vu en fait des réactions qui ont eu lieu sur Facebook, donc sachant que j'avais mis le lien vers l'article avec une image et qui contenait un logo avec un slogan qui disait en gros l'autisme n'est pas une maladie, n'essayez pas de nous soigner mais essayez de nous comprendre, donc ça mais en anglais. Et il y a eu des réactions en fait par rapport à cette phrase. Je tiens tout d'abord à préciser que je remercie chaleureusement toutes les personnes qui sont intervenues dans le cadre de ce post, ceci peu importe quel a été le positionnement adopté, dans la mesure où ça a eu le mérite de faire parler de l'autisme et de soulever le point auquel en fait il y a encore énormément de préjugés, d'idées fausses qui circulent sur l'autisme et sur la neurodiversité. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que le nombre en fait de réactions et de personnes qui ont commenté le post sur Facebook est assez largement supérieur au nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien de l'article venu de Facebook. Donc, ce qui sous-entendrait, bon, bien sûr, je ne veux pas émettre de jugement, mais ça sous-entendrait quand même qu'il y a des gens qui ont réagi et qui n'ont pas lu l'article. Cet article contenant le point de vue sur la communication entre les autistes et les neurotypiques du point de vue des autistes, donc plus particulièrement de mon point de vue en fait. Pour moi c'était assez important que l'audience soit quand même la plus large possible parce que le but c'est quand même que le message, soit entendu, donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais en faire une version audio. Donc je suis désolée, je constate que la lumière en fait elle arrive à un plan dans mes lunettes et que ça fait des reflets, mais bon c'était soit ça soit vous me voyez pas, donc voilà, il fallait choisir. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai tout simplement repassé sur le contenu de l'article en vous faisant une version orale. Je vais pas lire mot à mot parce que c'est chiant. Par contre, je vais essayer de redire ce que ça dit en fait d'une façon un peu plus spontanée. Alors, bon, certains étaient déjà au courant, d'autres pas. Moi, j'ai reçu officiellement le diagnostic des troubles du spectre de l'autisme, donc les TSA, en fin mars 2020. Avant ça, j'étais restée environ 2 ans en autodiagnostic, où j'étais convaincue d'être autiste, mais je pensais aussi que ça allait rien m'apporter d'avoir un diagnostic auprès d'un professionnel. Et que je pouvais, vu que je suis HPI aussi, je pensais qu'avec mon intelligence, je pourrais passer au-dessus en fait des différences entre les autistes et les neurotypiques et que je pourrais m'adapter sans trop d'efforts. Et en fait, le temps a passé et puis je me suis rendu compte que j'avais quand même besoin de ce diagnostic parce que j'avais besoin en fait que mes besoins, que ma différence, elle soit entendue et reconnue, tout simplement pour qu'en termes de communication, pour qu'en termes d'exigences aussi qui me sont demandées sur le plan amical ou sur le plan professionnel, que tout soit en accord avec ce que je suis. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que même si je suis HPI, peu importe à quel point mon cerveau il est puissant, peu importe à quel point je réfléchis vite, je réfléchis quand même différemment. Et du coup, les particularités propres à l'autisme, je ne pouvais pas passer par-dessus. Donc, d'où le fait que je me suis fait tester et que depuis que j'ai eu un diagnostic donc positif auprès d'une psychologue sur Lausanne, j'ai choisi en fait de communiquer au sujet de mon autisme pour simplement que nos besoins soient mieux entendus et que la communication puisse être plus simple. Donc même si j'ai dit plusieurs fois nous, je me rends compte dans les minutes qui précèdent, mon but c'était pas de parler au nom de tous les autistes, donc pour ça je vais pas faire de vidéos ou d'articles sur les particularités psychoneurologiques de l'autisme, tout simplement parce qu'il existe déjà beaucoup de vidéos, de livres et d'articles sur ça, et qu'avec une recherche sur Google, vous trouverez déjà pas mal de choses très bien faites. Donc c'est pour ça que ce dont je vais parler ici, ce sera plutôt mes particularités, mes difficultés telles que je les ai vécues dans mon histoire de vie. À savoir aussi que dans la façon dont moi je suis autiste, les problèmes de communication, c'est clairement mon problème le plus important.
Alors cet article, je l'avais divisé en 3 parties qui étaient comprendre les autres, être compris par les autres et comprendre qu'on n'est pas compris par les autres. Donc pour ce qui est de comprendre les autres, en fait, donc, on dit souvent que les autistes, ils ont de la difficulté à comprendre les sentiments ou les émotions d'autrui. Dans mon cas, c'est vrai, mais mon problème majeur, c'est surtout que je m'en rends pas compte. Et donc, bon, depuis que je sais que je suis autiste, j'y ai un peu travaillé, mais autrefois, pour moi, étant donné que je me rendais pas compte quand j'avais un langage non verbal ou une expression ou une tonalité de voix qui heurtait mes interlocuteurs, moi je tombais complètement des nues en fait. Comme mon interlocuteur, tout d'un coup il sortait de ses gonds, il se fâchait contre moi, il m'agressait, il se mettait sur la défensive ou je ne sais quoi. Et je ne comprenais pas pourquoi les autres gens réagissaient comme ça. Et du coup c'était assez difficile de communiquer avec les gens. Assez souvent, ben, on m'a fait beaucoup de reproches et puis je le vivais pas très bien. Donc maintenant, depuis que je sais que je suis autiste, donc j'ai acquis petit à petit le réflexe de me demander systématiquement, quand tout d'un coup une conversation pour moi elle n'est pas logique, de me demander si j'aurais pas dit ou fait quelque chose que j'aurais pas dû. Sans m'en rendre compte. Donc après, si vous êtes un peu mentaliste, vous verrez que pour moi, ce genre de moment où ça m'arrive, où tout d'un coup, ben, je comprends plus pourquoi mon interlocuteur il a réagi comme ça ou dit quelque chose. Quand je comprends plus, en fait, simplement je me fige comme ça. Et je réfléchis, je turbine à toute allure pendant ce temps, je refais toutes les dernières phrases qu'on a dites où je me demande mais où est-ce que j'ai dit quelque chose de faux, où est-ce que j'ai dit quelque chose de pas juste, où est-ce que j'ai encore fait quelque chose de faux. Donc voilà, donc c'est devenu, depuis que je sais que je suis autiste, un peu plus facile qu'avant parce que maintenant je me pose la question. Mais malgré tout, ça m'arrive encore assez souvent d'être frustrée parce que parfois ben, je perçois qu'il y a un problème. Mais mon interlocuteur veut pas se montrer plus explicite et j'arrive pas à savoir ce qu'est ce problème. Parfois je pose la question et parfois je n'ose pas le faire parce que ben, le fait de poser la question de façon un peu directe, ben, assez régulièrement ça heurte les gens. Pourtant c'est le seul moyen pour moi de m'en sortir, donc je sais pas toujours quoi faire d'autre. Donc là j'avais fait un petit aparté sur l'humour et l'ironie. Donc quelque chose qu'on entend souvent aussi, c'est que les autistes ne comprennent pas l'humour et qu'ils ne comprennent pas l'ironie ou qu'ils ont un humour bien particulier. Donc concernant l'humour chez les neurotypiques, ben, c'est vrai que ça m'arrive de me tromper. Mais pour moi, je dirais que c'est pas ma difficulté principale. Tout simplement parce que c'est quelque chose sur quoi on peut travailler si on passe assez régulièrement du temps dans des soirées ou autres avec des neurotypiques. Donc souvent ils plaisantent entre eux. Donc au bout d'un moment, bah, ça peut s'entraîner et s'apprendre. Dans mon entourage, il y a assez souvent des gens qui se focalisent en fait sur le préjugé par rapport à l'ironie ou à l'humour et qui oublient de tenir en compte en même temps du fait que mon langage non verbal c'est pas celui des neurotypiques. Donc il y a des personnes dans mon entourage qui ben, prennent la peine de me décortiquer toutes les blagues ou toutes les ironies ou tout ça. Par contre, ben, ils continuent à me faire des reproches chaque fois que j'ai bougé ou pas eu la bonne bougé faux ou pas eu la bonne intonation, ce genre de choses. Donc pour moi, c'est pas toujours facile à gérer. C'est la vision que les autres gens ils ont de la personne autiste. Bon après c'est aussi parce qu'on est tous autistes différemment. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je peux leur reprocher. Mais je dis juste que dans ma vie quotidienne, ben, c'est une difficulté que je rencontre. Maintenant, pour ce qui est des sous-entendus, donc là, pour ma part, ça me pose en tout cas un problème un peu plus important. Donc, c'est-à-dire que, aussi parce que, comme vous le savez, si vous avez lu le reste de mon blog, je suis très, 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 très sensible aux énergies et plus particulièrement aux énergies liées aux émotions. Dans le cadre de l'humour et de l'ironie, généralement, il y a des énergies qui me permettent de percevoir qu'il y a quelque chose, enfin, qu'il y a de l'amusement en tout cas. Par contre, quand on essaye de me faire comprendre quelque chose par une voix détournée avec des sous-entendus, là, c'est des énergies que j'ai un peu plus de peine à reconnaître. Et donc, dans 90% des cas, je vais passer complètement à côté de l'illusion. Ça, c'est une technique qui est assez souvent utilisée par les neurotypiques, qui consiste à poser une question quelque part pour tâter un peu le terrain. En fait, de demander quelque chose pour savoir autre chose. Ça, c'est très typiquement le genre de technique que je ne suis pas capable de comprendre. Et si on me pose une question avec un sous-entendu, ben, je vais juste répondre à la question au premier degré.
Et peut-être que mon interlocuteur va comprendre quelque chose que je n'ai pas dit, parce qu'il s'attendait à ce que je donne une réponse pour dire quelque chose, une autre réponse pour dire autre chose, alors que moi j'ai juste répondu à la question brute. Euh, Aussi du fait que je comprends pas le langage non verbal, ben parfois je m'aperçois pas que j'ai dit ou fait ou une intonation qui a heurté les autres. Et parfois, je comprends qu'il y a un problème, comme je l'ai dit, mais j'arrive pas à comprendre ce que c'était le problème. C'est un peu frustrant. Et dans le passé, ce qui se passait souvent, c'est que chaque fois que je voyais que mon interlocuteur, il avait l'air choqué, je repasse dans ma tête. Enfin, j'ai dit dans le passé, mais en fait, je le fais toujours. C'est que dès que mon interlocuteur est choqué, se montre choqué, je me fige et je repasse dans ma tête toutes les dernières minutes qui se sont écoulées. Je refais tous les dialogues au mot près. Et je me demande qu'est-ce que j'ai dit de faux, qu'est-ce que j'ai fait de faux, qu'est-ce que j'ai encore fait, pourquoi, enfin patati patata. Sachant que comme beaucoup d'HPI, donc j'ai une pensée qui est arborescente, c'est-à-dire que chaque idée en entraîne une ou plusieurs autres de façon arborescente, et que du coup j'ai beaucoup d'idées parallèles, j'ai beaucoup de choses qui me font penser à des choses, qui me font penser à des choses. C'est très vite le bordel dans ma tête, et du coup quand je pars en vrille dans ma tête en me disant qu'est-ce que j'ai fait de faux, pourquoi je suis pas normale, patati patata, je peux aller assez loin. Donc pour ça c'est possible surtout si on n'est pas informé du phénomène de la neurodivergence, de se faire des films et puis de sombrer assez loin et d'après de faire des crises avec effondrement. Donc voilà pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau des sous-entendus. Je pense que c'est pas à moi de faire tout le travail de communication pour arriver à parler avec les neurotypiques. À savoir que même entre neurotypiques, la communication, c'est un 50-50 au niveau de la responsabilité. Donc il y a 50% de responsabilité entre chaque interlocuteur, s'ils sont deux évidemment. Chaque personne, y compris chez les neurotypiques, a la responsabilité à 50% de se faire comprendre et de comprendre l'autre. Et dans le cadre de la communication entre un neurotypique et un autiste, il n'y a pas de raison que ce soit différent. C'est pas parce que je suis autiste que je dois faire à 100% tout le travail de communication. Ça, c'est un poids qui est très lourd à porter et que je ne souhaite plus porter. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de communiquer au sujet de l'autisme. Donc maintenant, j'en viens à la deuxième partie de mon article qui était être compris par les autres. Du point de vue des neurotypiques, le fait que les autistes les comprennent pas bien, c'est le problème principal. C'est que les autistes ne sont pas capables de bien les comprendre. Donc sachez si jamais que du point de vue autistique, on a juste le point de vue inversé qui est que le problème principal de conversation avec les neurotypiques, c'est qu'ils ne nous comprennent pas. Enfin, c'est en tout cas le problème que moi j'ai, c'est que souvent les neurotypiques ne me comprennent pas. Donc ça, je l'ai déjà dit plusieurs reprises, je peux pas comprendre le langage non verbal. Et parce que je ne comprends pas le langage non verbal, j'ai pas grandi en acquérant de façon naturelle et fluide et innée. J'ai pas grandi en acquérant les codes du langage non verbal. Donc à force de me faire engueuler, donc je me faisais engueuler tout le temps pour un oui ou pour un non. À force de me faire engueuler qu'il faut pas regarder les gens comme ci, il faut pas regarder les gens comme ça, il faut se tenir comme ci, il faut se tenir comme ça, il faut pas s'asseoir comme ci, il faut pas s'asseoir comme ça, il faut pas dire ça comme ça, on n'a pas le droit de demander ceci, on n'a pas le droit de faire cela. Donc à force de reproches, donc je suis gentiment entrée dans le moule, ou plus précisément j'ai appris à singer une sorte de pseudo-langage non verbal, ce qui me permet entre autres de regarder les gens quand je leur parle ou quand je les écoute. Ça c'est parce qu'on m'a forcé à le faire. Donc je le fais. Ce qu'il faut savoir, c'est que malgré tout, même si je regarde dans la direction de la personne, je la vois pas. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui sont comme moi, mais moi en tout cas j'ai de la peine à me focaliser sur deux sens en simultané. Donc en gros, soit j'écoute, soit je regarde la personne, mais j'arrive pas à faire les deux en même temps. Pour moi, tant qu'une conversation m'intéresse pas réellement, pour moi c'est assez aisé de maintenir un contrôle conscient sur mon langage non verbal, c'est-à-dire de consciemment calculer où je dois regarder, à quel rythme je dois parler, sur quel débit, avec quelle intonation de voix, comment je dois poser mon menton, comment je dois poser mes mains, comment je dois poser mes yeux, comment je dois tenir le haut de mon corps, s'il faut être courbé ou droit.
Donc ça, c'est un effort conscient que je calcule et que donc c'est comme s'il imaginez que vous êtes au théâtre, ben, sachez que c'est l'histoire de ma vie en entier. Je calcule en permanence quelle est ma corporalité et tant que la conversation n'est pas intéressante, j'arrive à le faire parce que c'est, mine de rien, ça demande beaucoup d'efforts et d'énergie en fait de faire ça. Tant que la conversation n'est pas intéressante, j'arrive à le faire et en fait ce qui se passe c'est que dès que la conversation m'intéresse, ben, ça focalise une plus grande partie de mon cerveau et le fait que ça focalise la conversation une plus grande partie de mon cerveau fait qu'il y a moins de concentration qui est mise dans le contrôle de mon langage non verbal. Donc c'est vraiment à ce moment-là que je suis le plus susceptible de faire des erreurs, comme par exemple d'oublier de regarder mon interlocuteur, de regarder le mauvais interlocuteur ou d'avoir une intonation de voix qui n'est pas appropriée. Et puis voilà, donc sachez que si je vous regarde pas, quand vous me parlez, ben, ça veut pas forcément dire que je vous écoute pas. Et que de même, si je vous regarde en disant quelque chose, enfin, je sais que c'est sûrement assez dur à comprendre, mais parfois, ben, je suis en train de parler à quelqu'un d'autre, voilà. Euh, la raison pour laquelle je regarde pas les gens, c'est parce que ça me sert à rien. J'ai souvent discuté avec des autres personnes, en fait, y compris avant que j'ai le diagnostic TSA, en demandant mais ça sert à quoi de regarder les gens en leur parlant. Et tout le monde me répondait, ben moi si je regarde pas les gens en leur parlant, il me manque de l'information. Étant donné que moi je comprends pas le langage non verbal, de toute façon peu importe que je regarde des gens ou pas, cette information je l'ai pas. Donc ça me sert à rien de regarder les gens, donc du coup ben j'ai, enfin tout comme les aveugles non plus, enfin ils regardent pas non plus les gens en parlant parce qu'ils reçoivent pas d'informations. Là je me suis un peu perdue sur ce que j'étais en train de dire. Évidemment avec cette attitude en fait le problème que je rencontre souvent, c'est que les gens comprennent pas que je leur parle, ou alors ils croient que je leur parle alors que en fait, ben, je leur parlais pas. Donc sachant que parfois je regarde à un endroit, parfois je regarde à un endroit et puis j'ai juste les yeux dans le vide, mais par hasard il se peut qu'il y ait quelqu'un dans la direction de mon cœur. À savoir que quand on est dans un groupe, peu importe où on regarde, ben, il y a facilement quelqu'un devant nous. Donc du coup bah, cette personne se sent immédiatement visée et alors qu'en fait bah, c'était pas forcément le cas, c'est juste que j'étais pas concentrée sur la gestion de mon langage non verbal. Ça donne, surtout si la conversation était un peu engagée, que j'étais un peu enthousiaste ou que je défendais un point de vue. Cette personne peut se sentir agressée alors que ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs que mon ton était absolument pas voulu agressif en tout cas, mais que parfois il peut être perçu comme tel parce qu'il semblerait que j'ai souvent un don sec. J'ai connaissance de ce problème. Depuis que je sais que je suis autiste, j'essaye de m'en excuser en communiquant verbalement sur le fait que je suis autiste pendant très longtemps, avant que je sache que j'étais neurodivergente. Les gens m'assommaient de reproches et puis j'avais aucun moyen de m'en défendre. Je disais non, j'ai pas fait ça, et les autres gens me répondaient si, t'as fait ça. Et j'avais aucun moyen en fait d'expliquer mon point de vue ou de faire comprendre ce que je vivais. Donc c'est pour ça que si vous me parlez, je, même si je vous écoute pas, même si je vous regarde pas, ça veut pas dire que je vous écoute pas. Même si je vous regarde, ça ne veut pas dire que j'ai quelque chose à vous dire ou que je suis en train de vous parler. Si vous avez un doute, posez-moi la question, éclaircissez le malentendu. Mais s'il vous plaît, ne surréagissez pas, ne m'agressez pas, ne vous mettez pas sur la défensive. Ça, c'est des réactions, surtout que je suis sensible aux émotions, qui sont lourdes à gérer pour moi. Et ça me stresse et ça me tend. Je vais faire un petit focus sur ma tonalité de voix parce que je crois que j'ai dit plusieurs fois déjà que ça m'arrive d'avoir des tonalités de voix qui sont pas appropriées. Donc avec la gestion de mon regard, la voix c'est le reproche qui m'est fait le plus souvent. Surtout si quand je suis vraiment pas concentrée à gérer mon langage non verbal, je peux avoir à la fois la voix et l'attitude corporelle qui sont inappropriées. Et du coup, à ce moment-là, les interlocuteurs neurotypiques ils comprennent absolument tout de travers. Même si je dis verbalement de façon explicite quelque chose, mais que à ce moment-là, j'ai mal géré le langage du corps et puis de la tonalité de voix, peu importe ce que j'ai dit, les gens ils me croient pas. Ou alors ils pensent que je suis une menteuse. Donc du coup, ça m'est très souvent arrivé qu'on me reproche de sauter sur les gens, de mal parler, d'être agressive, d'avoir un ton sec, d'être méprisante, des choses
que je voulais absolument pas être ni faire, et c'est pas, je crois, dans ma nature d'être, enfin, c'est pas dans ma nature d'origine d'être quelqu'un d'agressif, mais après, je peux percevoir que dans le langage, enfin, je peux concevoir que dans le langage des neurotypiques, ça puisse être perçu comme ça. Et si vous regardez cette vidéo, ben, sachez que ce n'est pas le cas. Quand on m'a reproché d'être agressive, donc pendant les 2 dernières années, je me suis pas mal observée, je me suis demandé ce que c'était, les émotions que je ressentais en vrai à ce moment-là. La plupart du temps, c'était l'enthousiasme ou l'étonnement, la perplexité. En fait, c'est toutes les, comme je l'ai dit tout à l'heure, toutes les situations qui tout à coup me demandent un peu plus d'attention. Et à ce moment-là, ben, je contrôle plus mon corps en fait. Et puis, sachant, donc, comme je l'ai dit, que c'est un effort conscient permanent. Donc, si je perds en fait ce contrôle, ben, je fais des dérapages. Et puis après, les gens ne comprennent pas bien. Aussi, parfois, je dis juste un truc sans émotion particulière. C'est juste une observation factuelle. Mais a priori, l'absence d'émotion, c'est sec du point de vue des neurotypiques. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais j'ai déjà remarqué que si je parle juste normalement et de façon factuelle, souvent on me reproche d'être agressive. Et après, ben, si je dis la même chose mais en souriant, ben, on me reproche de me moquer des gens et je sais pas exactement qu'est-ce qu'il faut faire en fait. Pour citer des exemples, ben, je me souviens une fois, j'étais au restaurant avec un groupe d'amis qui pourtant sont tous informés de mon TSA. J'étais en train de manger une soupe, j'avais les yeux baissés sur mon assiette parce que je voulais pas en mettre partout. Et à ce moment-là, quelqu'un a dit quelque chose à quoi j'ai répondu avec enthousiasme. Et cette personne m'a immédiatement répondu: ne m'engueule pas, j'ai rien fait. Et j'ai absolument bugué dans ma tête parce que pour moi, cette réaction a été incompréhensible et injuste. Et sur le point de vue émotionnel aussi, c'était tendu pour moi de recevoir ça. Et pourtant, bah, c'était des gens qui sont informés de mon TSA, donc il suffisait juste de me poser la question: est-ce que je t'ai heurté ou pas? Et là, j'aurais juste répondu non. Voilà, enfin, honnêtement, je le répète encore une fois, pour moi, ce qui serait plus facile, ce serait qu'en cas de malentendu, de toujours éclaircir verbalement de façon explicite avant de réagir, de surréagir ou d'avoir des réactions pas possibles. Pour citer un autre exemple que j'ai trouvé davantage bienveillant, c'est qu'une fois je parlais avec un monsieur et puis il comprenait pas quelque chose que j'étais en train de lui dire. Donc je lui ai demandé laquelle de mes expressions il comprenait pas. Et à un moment donné, il a juste pris un air étonné, il a dit: mais pourquoi vous êtes agressive? Et là, j'ai du coup compris que j'avais commis une maladresse, donc je lui ai expliqué clairement: excusez-moi, je suis un peu autiste, je peux avoir un langage non verbal, enfin un langage corporel et des intonations de voix qui peuvent être inappropriées. Si j'ai commis une maladresse, je m'en excuse. Donc on a parlé 2-3 minutes en fait des caractéristiques de l'autisme et puis bon, il a bien compris. Donc après on a pu continuer la conversation de façon tout à fait normale et saine, en bonne intelligence, en toute cordialité. Donc voilà, tout ça pour dire que quand on prend la peine d'éclaircir les choses, quand on prend la peine de rester calme, de poser des questions, d'éclaircir les malentendus, ben, la communication, je suis pas sûre que ce soit que applicable dans le cadre de la conversation avec un autiste. Probablement quand on est neurotypique ça fonctionne aussi, mais quand on éclaircit les malentendus, au lieu de tout le temps tout interpréter en basant sur des sous-entendus, sur des trucs qui n'ont pas été dits, quand on prend la peine de le faire, ben, c'est plus facile pour tout le monde. Ensuite, pour citer quelques qualificatifs, disons qu'on a pu m'attribuer, donc parce qu'il semblerait que l'expression de mon visage soit passablement monotone. On m'a déjà traité de peu expressive, d'insensible, de froide, de personne sans émotion, que rien ne me touche, que tout glisse sur moi, que je me sens concernée par rien, ou alors que je me moque des gens, ou que je m'ennuie, ou que j'en ai rien à foutre. Ça, c'est aussi des interprétations qui peuvent être faites. Donc sachant que ces qualificatifs, je les ai reçus de gens qui m'ont fait part de leurs impressions, soit parce que je leur ai demandé, soit de façon spontanée. C'est à mon sens les personnes qui se sont montrées le plus bienveillantes envers moi, je les remercie pour ça. Parce que la plupart des gens se contentent de me rejeter, de m'ignorer, de me répondre sèchement dès que j'essaie de leur adresser la parole, de me regarder avec mépris, de se moquer de moi. Ça c'est des réactions, enfin c'est la réaction quand même de la plupart des gens tels que je les côtoie dans la rue, dans les écoles, au travail, tout ça. Et du coup, les gens qui me font encore part de leurs impressions, c'est encore les plus sympas.
Donc aujourd'hui, avec la conscience que je suis dans le spectre autistique, donc j'arrive à concevoir que sans doute c'est mon attitude corporelle qui doit déranger, parce que je suis différente, parce que je suis différente assez pour qu'on s'en rende compte et que ce soit gênant pour les gens, mais pas assez pour qu'on me soit mis sur cette différence, pas assez pour qu'une compréhension soit posée sur cette différence, et pas assez pour qu'une tolérance soit posée sur cette différence. Donc souvent quand je parle, on ne me croit pas. Ça m'est arrivé même qu'on ne me croit pas quand je dis que quand j'exprime de la colère, quand j'exprime du chagrin, ou même quand je dis que je souffrais donc physiquement, que j'avais mal, que j'éprouvais de la douleur, ça m'est arrivé qu'on ne me croit pas et qu'on me laisse souffrir dans des situations où je disais j'ai mal, j'ai mal. Et j'avoue que pour moi, c'est assez incompréhensible qu'on puisse à ce point ignorer un message qui est verbalement explicité par quelqu'un. Juste parce que le langage non verbal n'est pas celui qu'on aura envie de voir. Je trouve ça complètement aberrant. Donc voilà, je dis pas ça pour me plaindre, mais sachez simplement que les autistes sont souvent hypersensibles et hyper émotifs. Alors voilà, cessez de dire que nous n'avons pas d'émotions, cessez de dire que nous sommes insensibles, de nous traiter de menteurs ou de manipulateurs, juste parce qu'on vous regarde pas dans les yeux ou parce que notre corps a l'air de parler un autre langage que notre bouche, ou de nous traiter d'hypocrites parce que vous n'arrivez pas à deviner ce qu'on pense. Enfin, tout ça, c'est votre perception à vous, c'est votre interprétation à vous. Pour les autistes, en tout cas pour moi en tout cas, c'est le fait de mentir, c'est difficile à faire. Parce que vu que j'arrive déjà pas à faire un langage non verbal sincère, un langage non verbal menteur, c'est encore plus dur. En principe, on est honnête, on est même souvent trop honnête parce que, enfin, honnête à un point que c'est souvent confondu avec de l'agressivité. Donc notre sensibilité, nos émotions, c'est juste que tout ça, on ne les exprime pas comme vous voulez les voir. Et voilà, ben, quelque part, on a le droit d'être comme on est, on a le droit d'être respecté, d'être compris comme on est. Et je pense sincèrement que c'est pas à moi de changer l'entièreté de ce que je suis pour rentrer dans une norme. Parce que simplement, j'ai déjà essayé et ça me fait du mal. Je vais revenir sur le fait qu'on ne me croit pas quand je parle. Être cru quand je parle, c'est quelque chose de difficile parce que probablement, enfin, une fois de plus, mon corps et la tonalité de ma voix sont probablement pas en accord avec mon message verbal tel que mon interlocuteur voudrait le percevoir. Il y a ça, il y a d'autres facteurs socioculturels parce que, bon, honnêtement, être une femme dans notre société moderne, moderne pourtant, mais être une femme mesure 1,50 m, paraître physiquement 10 ans de moins que son âge, ça aide pas à être pris au sérieux. Le fait en plus d'avoir un langage non verbal qui est souvent inapproprié, bah, ça aide encore moins. Donc moi ça m'est arrivé qu'on ne me croit pas quand je donnais une information scientifique réelle. Il y a quelques mois j'étais dans un groupe, j'ai dit que la patate crue était toxique, il y a un homme plus âgé que moi qui est venu m'expliquer de façon argumentée que selon lui je me trompais et que la patate crue ne pouvait pas être toxique parce que patati patata. Alors que il avait qu'à aller utiliser son smartphone, aller sur Google et taper patate crue toxique pour vérifier l'information, ce qu'il n'a pas fait évidemment. Aussi quand j'explique mes particularités, notamment concernant l'autisme, concernant la demisexualité, l'énergétique, j'en parle même pas. Quand j'explique mes singularités, la façon dont je perçois les choses, tout de suite c'est sous-évalué, tout de suite c'est ah ouais mais tu sais on est tous un peu comme ceci, on est tous un peu comme cela, oui mais tout le monde est comme ceci, tout le monde est comme cela. Ou alors j'ai parfois eu droit après 10 minutes de conversation au fameux non mais toi t'es pas comme ça, moi je pense plutôt que toi ton problème ça doit plutôt être ça. Et en gros que parfois il y a des gens après 10 minutes de conversation ils croient tout de suite m'avoir comprise mieux que moi-même alors que je m'observe depuis 30 ans. Et que je m'observe de façon juste depuis 3 ans tous les jours. Mais après 10 minutes de conversation, les gens ils se permettent de croire qu'ils me connaissent mieux que moi. Voilà. Après, il y a aussi quand je joue à des jeux de société, donc il existe des jeux de rôle cachés, type je déteste ce jeu, mais les loups-garous de Tierce-Lieu, ou pour en citer des de meilleure qualité, il y a Time Bomb ou Secret Hitler. Les jeux de rôle cachés, j'y ai pas de plaisir particulier, mais enfin c'est très dur pour moi déjà. Après j'y joue volontiers, mais c'est pas mes jeux préférés. Après, il y a quand même un jeu qui m'a montré ma différence, mais de façon criante. C'est-à-dire que vraiment, ça m'a hurlé ma différence. Ce jeu, c'est un jeu qui s'appelle Detective Club.
qui, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu qui contient de belles images, un peu à la Dixit, où en gros, il y a tout le monde qui reçoit des images, il y a quelqu'un qui donne un thème, tous les autres joueurs doivent mettre une image qui correspond à ce thème, sauf que parmi les joueurs, il y en a un seul qui ne connaît pas le thème et qui doit faire semblant de connaître le thème. Et après, le but des joueurs, ça va être d'identifier la personne qui ne possédait pas le thème et qui a essayé de donner le change au moment où elle a donné ses explications pour expliquer pourquoi elle a choisi ces images. Et en fait, à ce jeu, donc j'espère que vous avez compris mon explication, j'ai conscience que ça pouvait être un peu flou. Donc au pire, allez regarder les règles sur internet, donc ça s'appelle Detective Club. Mais bref, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce jeu, j'ai constaté que dès que je suis honnête, tout de suite, les gens me désignent coupable. Dès que je suis honnête, que j'explique honnêtement comment était ma pensée, qui est donc en arborescence, c'est-à-dire que j'ai vu ça, ça m'a fait penser à ça, ça. Tout de suite les gens ils pensent que je dis n'importe quoi parce que cette façon de réfléchir est tellement pas normale pour les autres gens que forcément elle est suspecte. Et je l'avais un peu mal pris à ma première partie. Après j'ai compris que c'était pas une bonne idée pour moi de jouer à ce jeu parce que simplement de toute façon quoi que je dise, quoi que je fasse, je vais être désigné coupable. Donc c'est pas très intéressant. Mais je trouvais que d'y jouer c'était, même si c'était un peu ingratiniant pour l'ego on va dire, c'était très intéressant parce qu'effectivement c'est un jeu qui m'a montré ma différence neurologique de façon vraiment mais hurlante. C'était impressionnant. Après j'ai juste fait un petit détour sur ce qui est de la reconnaissance des visages. Donc ça c'est un trouble qui s'appelle la prosopagnosie, qui est le trouble de la reconnaissance des visages. Donc c'est pas propre aux autistes, par contre apparemment il semblerait, donc d'après en tout cas la littérature que j'ai lue, que beaucoup d'autistes en soient atteints. Donc c'est comme on l'a dit, une difficulté à reconnaître les visages. Donc sachez que je fais pas exprès si je me souviens pas de votre tête, que simplement pour moi déjà j'ai aucune mémoire visuelle, mais les visages plus particulièrement, je regarde quelqu'un et dès que j'arrête de la regarder, pour moi le visage est une sorte de bouillie informe dans mon cerveau. Je suis incapable de distinguer un trait d'un autre et encore moins de m'en souvenir. Donc pour que je puisse réussir à reconnaître quelqu'un au niveau des traits du visage, il faut que j'ai côtoyé cette personne tous les jours, plusieurs heures par jour, pendant au moins une semaine. Et c'est à ce moment-là que je commence à distinguer les traits de la personne. Mais avant ça, ça m'est déjà arrivé de me focaliser sur des traits, de me dire essaye de faire en sorte que ça rentre. Et en fait, ça ne rentre pas, c'est complètement impossible pour moi. Donc si vous êtes par exemple quelqu'un que je vois tous les 6 mois ou quelque chose comme ça, et chaque fois pas plus de quelques heures, sachez que si je vous redemande votre nom chaque fois, c'est pas que j'ai quelque chose contre vous, mais c'est vraiment juste que je peux pas me souvenir des traits de visage que je côtoie pas assez longuement et assez souvent. Du coup c'est pour ça que je vous demande de pas m'en tenir rigueur, parce que vraiment je fais pas exprès. Si je pouvais acquérir du jour au lendemain la capacité à reconnaître tous les traits de visage d'un seul coup, je le ferais sans hésitation. Et par pitié, ne vous vexez pas si je vous redemande votre nom ou autre, parce que ouais, voilà, c'est pas quelque chose de volontaire de ma part. Et ça ne veut pas dire que je me souviens pas de vous. Si vous me dites votre nom et le contexte où on s'est rencontrés, c'est très probable que je me souvienne de vous très bien. Donc maintenant, je vais en venir à la troisième partie de mon article, qui est comprendre qu'on n'est pas compris par les autres. Donc ça, c'est une difficulté que je rencontre également assez souvent. C'est-à-dire que c'était le cas pendant plusieurs années, jusqu'à ce que je travaille un peu plus sur moi dans les 2 dernières années. Pendant presque toute ma vie, en fait, au fond, je me rendais pas compte à quel moment les autres, ils étaient déstabilisés par moi. Étant donné que de mon propre point de vue, ils n'avaient absolument aucune raison de l'être. Et donc chaque fois que mon interlocuteur tout d'un coup se mettait sur la défensive, sortait de ses gonds ou se mettait en colère, me faisait un reproche, de mon point de vue, c'était à la fois injustifié et complètement injuste. Ouais, c'est un pléonasme ce que je viens de dire. Enfin bref, il n'y avait pas de raison et c'était pas juste de mon point de vue. Maintenant, je vais pas redire ce que j'ai dit, mais c'est seulement en fait quand le trouble du spectre de l'autisme a commencé à être soupçonné que je me suis énormément documentée sur ce que c'était que l'autisme, et que je me suis également documentée sur le langage corporel des neuroatypiques, que j'ai commencé à comprendre en quoi mon langage non verbal ça pouvait peut-être poser un problème aux interlocuteurs. Et depuis, j'essaie de faire attention. Si je repère un changement d'attitude illogique chez mon interlocuteur, j'essaie de me demander pourquoi. Après, je trouve pas toujours la solution assez vite.
Donc, une fois de plus, je m'en excuse si je commets des maladresses. Par contre, là j'arrive vers la fin de mon article, c'est que je me demande si est-ce que c'est vraiment à moi de changer en fait. Sachez que j'ai fait énormément, surtout à l'époque où j'étais pas dans la connaissance du fait que j'étais dans le spectre autistique. J'ai fait énormément d'efforts pour apprendre le langage corporel. J'ai lu beaucoup de livres sur la PNL, sur le mentalisme, sur la mentalisation. Je pense en avoir lu un peu plus d'une dizaine. J'ai essayé de les apprendre aussi. Et parfois, ben, j'y arrive dans le sens où parfois, quand je me remémore une scène en me demandant où est-ce que j'ai commis un truc fou, et ben parfois j'arrive à me dire, tiens, en fait, c'était peut-être là. Mais en fait, la plupart du temps, en tout cas sur le moment, je suis complètement incapable de me servir de ces connaissances. Je suis beau me documenter, ça ne servi à rien. En fait, vous le savez si vous avez lu mon blog, ce qui m'a le plus aidé, ça a été la connaissance du monde des énergies et le fait d'axer mon ressenti, donc de me servir de mon hyper-empathie pour arriver à reconnaître de façon consciente les émotions des gens. Mais d'apprendre par cœur le langage non verbal, en fait, ça m'a absolument pas aidé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autistes, quand ils sont entre eux, ben, la communication, forcément, elle est un peu plus facile parce qu'entre nous, ben, on va pas chercher midi à 14h, on va pas interpréter des trucs, des machins, des choses ou comprendre des trucs qui n'ont pas été dit. Du coup, ben, les autistes entre eux ne ressentent pas de gêne. Ils respectent aussi leurs besoins sensoriels en termes de calme, de silence. Le fait qu'il n'y ait pas en fait trop de stimuli sensoriels, que ce soit visuel, sonore ou tactile, ça c'est des choses qu'on respecte entre nous. Si on respecte aussi nos besoins biologiques, c'est-à-dire que si par exemple on va au restaurant, ben, qu'on n'a pas tous faim en même temps, ben, on n'a pas tous faim en même temps, point. Que cette habitude neurotypique de vouloir manger tous en même temps, pour moi, ça n'a aucun sens en fait. Donc voilà, du coup, les autistes entre eux, ils sont pas handicapés. Par contre, pour moi en tout cas, c'est vraiment quand je parle de neurotypique, j'ai l'impression c'est comme si j'étais un funambule en fait, et que j'étais tout le temps dans un jeu constant d'équilibrisme, où j'ai en permanence à l'esprit que la moindre de mes paroles, que la moindre de mes intonations, que le moindre de mes gestes peut être pris de travers. Et je fais de mon mieux, donc souvent, quand je suis pas sûre, je préfère ne rien dire et ne pas parler. Du coup, les gens croient que j'ai rien compris, que je m'ennuie ou que ça m'intéresse pas. Ce qui est fou. Et parfois, enfin bref, je me répète. Souvent, j'ose pas agir parce que simplement, je sais pas comment faire. Et ça veut pas dire que ça m'intéresse pas ou que j'ai rien à dire ou que je m'ennuie ou que je me moque de vous. Pour moi, le fait de parler avec des neurotypiques, c'est un exercice qui est exigeant et qui est délicat, parce que je dois tout le temps penser à tout. Je dois penser à l'ensemble de mon corps en permanence, je dois penser à mes paroles, je dois penser à ce que je veux dire. Que oui, j'ai un cerveau de surdoué, donc ça me permet de faire cet exercice. Ça ne veut pas dire que ça me demande pas d'effort, ça ne veut pas dire que ça ne m'épuise pas, et ça ne veut pas dire que ma vie est simple. Souvent, j'entends dire que pour les autistes un peu de haut niveau, ce serait plus simple de vivre dans le monde. Ben, pas forcément. Euh, que c'est pas parce qu'on arrive à parler qu'on est cru, que c'est pas parce qu'on arrive à parler que nos besoins sont entendus ou qu'on est respecté. Et même quand on a la faculté de comprendre ce qu'on nous dit et qu'on a aussi la faculté de comprendre que ce qu'on aime n'est pas bienvenu dans le monde, de l'intérioriser en tant qu'enfant, c'est pas forcément quelque chose qui est plaisant ou facile à vivre. Donc c'est pour ça que maintenant j'en parle parce que j'ai plus envie de faire semblant en fait ou de prendre sur moi ou de devoir faire des efforts. Donc en tout cas pour ceux qui vont écouter cette vidéo, j'aimerais bien qu'à l'avenir qu'il y ait un peu de tolérance envers moi, s'il vous plaît. Euh, disons que dans la mesure du possible, que l'entourage neurotypique soit plus tolérant avec moi, ça m'aiderait pour surmonter mes difficultés. Après, c'est vrai qu'en même temps, j'apprécie pas non plus qu'on me prenne pour une débile mentale, qui a forcément comprend pas l'humour, pas l'ironie, machin. Parce que c'est vexant. Et en même temps, je sais que, surtout qu'on est tous autistes différemment, en même temps, je sais que je peux pas demander au monde entier d'à la fois m'aider à surmonter mes difficultés et ménager ma susceptibilité. Donc à un moment donné, faut que je choisisse.
Par contre, vraiment, si, je le répète, s'il y a un service qui peut m'être rendu, c'est de toujours, si vous avez un doute, posez la question, explicitez, éclaircissez les malentendus. Vous n'êtes pas sûr d'avoir compris quelque chose, demandez. Je vais pas me vexer, en plus, si vous me demandez quelque chose directement, vu que pour moi, c'est ma seule manière de communiquer. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui pourra m'être rendu si je vous parle, que vous êtes neurotypique, ben, s'il vous plaît, soyez clair. Si c'était en ma possibilité, moi je ferais en sorte de jamais heurter qui que ce soit. Par contre, c'est vrai que moi, me demander de faire tous les efforts pour m'adapter au langage corporel des neurotypiques, c'est lourd à porter, c'est simplement difficile, c'est exigeant, c'est fatigant. Et c'est juste trop de responsabilité. Et même entre autistes et neurotypiques, je pense que malgré tout, quand un neurotypique et un autiste se communiquent ensemble, malgré tout, même s'il y en a un des deux qui est autiste, la communication, ça reste 50% de responsabilité de chaque côté. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais rendre à chacun, c'est que je ne souhaite plus avoir à porter le 90 ou le 100% de la communication avec mes interlocuteurs. Parce que simplement, je dis pas que je souffre atrocement, parce qu'il y a énormément d'autistes qui sont plus mal lotis que moi, que moi-même il y a quelques années, j'étais plus mal lotie que je ne suis maintenant. Mais si j'ai envie d'être heureuse, que j'ai envie d'être épanouie, et ben, j'ai besoin d'être moi, j'ai besoin d'être mon moi qui mérite d'exister. J'ai besoin d'être le moi qui ne fait pas des efforts astronomiques pour s'adapter à son entourage. Et du coup, ben, je pense maintenant que la communication, que le fait d'expliciter ce qui me pose des problèmes, ben, c'est le meilleur moyen pour m'épanouir en fait. Donc je ne sais pas encore si cette manière d'en parler, tout ça, ça rendra mes interactions avec mon entourage plus faciles. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai plus envie de jouer un rôle, de jouer un personnage comme je l'ai fait pendant des décennies et pendant beaucoup trop longtemps. Que maintenant, j'aimerais être sincère et être moi, même si parfois ça heurte, même si parfois ça plaît pas. Du moment qu'on s'explique, c'est possible de communiquer. Donc moi, j'ai envie de croire en ça, j'ai envie de croire en un avenir et dans des relations où c'est possible de bien s'entendre, même entre neurotypiques et neuroatypiques. Et puis voilà, bon, bah, je crois que j'ai un peu fait le tour. Ce qu'il faut savoir, enfin disons que c'est en tout cas ce que je pense, c'est que la pathologisation de l'autisme, c'est surtout un point de vue neurotypique. C'est-à-dire que les neurotypiques, étant donné qu'ils sont plus nombreux et que statistiquement ils constituent effectivement la norme, tout ce qui rentre pas dans leur norme, pour eux c'est forcément un problème, ou c'est forcément pathologique, ou c'est forcément un trouble, ou c'est forcément un handicap et tout ça. Et puis ben pas forcément, parce que les autistes quand ils sont entre eux, comme je l'ai dit, ben, ils rencontrent pas de problème particulier. Donc peut-être que juste accepter que l'autre fonctionne différemment, qu'accepter que s'il y a des difficultés de communication, bah, simplement on éclaircit tout ça, que peut-être de réévaluer quelques habitudes qu'on peut avoir en termes de communication, ben, tout ça, ça peut faciliter les interactions. Donc de mon point de vue, l'autisme n'est pas une pathologie, c'est plus une différence de fonctionnement. Et je crois vraiment, en tout cas je veux croire que si les divergences cognitives sont méconnues, mais acceptées, et que les gens apprennent à interagir avec elles, ce sera possible pour moi, et peut-être un jour qui sait, d'avoir un monde où la neurodiversité serait mieux incluse dans la société. Et au fond, donc je terminais mon article sur ça, c'est que dans un couple, dans une famille, c'est pas si différent, c'est-à-dire que vous êtes en couple avec quelqu'un qui fonctionne différemment de vous, ben, chacun s'ajuste un peu à l'autre, et qu'au fond, entre neurotypique et autiste, ben, je pense que ça devrait se passer comme ça aussi. Donc voilà, donc du coup, ben, j'en termine là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous êtes arrivé jusque là. Je ne sais pas encore si sur mon blog, est-ce que je vais continuer à faire en même temps la chaîne YouTube et puis en même temps des articles. Ou peut-être que oui, peut-être que non, peut-être pas systématiquement, enfin on verra. Et dans tous les cas, ben, je vous souhaite une très bonne journée, merci de votre attention, et bisous bisous, ciao ciao.